Notre dernière invitée est chargée d'enseignement en management et elle est formatrice et conférencière spécialisée en leadership authentique. Pour ceux et celles qui ne l'ont jamais entendue, permettez-moi de vous inviter à vous mettre en mode avion. Asseyez-vous confortablement, vous pouvez détendre les jambes et prenez une grande respiration et préparez-vous au décollage. C'est un grand privilège pour moi de vous l'offrir en guise de dessert savoureux. Fermez les yeux ou non et laissez-vous porter par les propos toujours aussi inspirants de Caroline Oussillot. Allô? Je vais faire de la place. Parce que je sais pas si vous le savez, mais j'en prends de la place. Peux-tu? Allô? Est-ce que vous allez bien? Je suis vraiment contente d'être là pour une deuxième fois. J'étais là à la première. Certains ont entendu, j'imagine, lorsque j'ai parlé du bonheur. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va aller creuser davantage sur qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a pris conscience que ce bonheur-là, on a la chance de le vivre et que d'autres personnes peut-être n'ont pas cette chance-là. On va aller regarder ce qu'on peut faire, ce qui est à notre portée, ce qui l'est peut-être un petit peu moins également, et comment on peut incarner dans des actions concrètes des valeurs plus altruistes, tournées vers l'autre, tournées vers le fait de pouvoir contribuer au bien-être ou, comme dit mon collègue Luc, au mieux-être des individus, de notre société ou de l'humanité dans son ensemble. On va aller regarder ça, bien évidemment, c'est un gros projet, on s'entend. Par contre, je sais de sources sûres que je parle déjà à des gens qui sont convaincus. Je suis déjà face à des personnes qui mettent en place des actions concrètes d'altruisme, qui contribuent réellement au développement de notre société par des petits gestes parfois ou des gros gestes beaucoup plus importants. J'ai le goût qu'on aille voir où est-ce qu'on en est avec ça. C'est quoi nos pièges dans lesquels on va tomber, nous, individuellement, et comment on peut également donner ce goût-là, cette envie-là, à chaque personne que l'on croise, de pouvoir faire la différence dans la vie des autres. On vit dans une société, qu'on le veuille ou non, et même si en Chine c'est pire, qui est inégalitaire. On vit dans une société qui est fracturée. Et si, en tant qu'individu, on décidait qu'on est les globules blancs qui allons guérir cette fracture? Et si on décidait chacun, individuellement, d'agir sur la fracture, d'agir sur les inégalités? On a des organismes communautaires qui ne reçoivent pas assez, On a des individus qui travaillent dans des organismes communautaires qui sont sous-payés pour ce qu'ils font. C'était les seuls qui agissaient en 2020 quand tout était fermé et que quand nous, on était chez nous, qui agissaient encore sur les plus démunis, sur les gens qui étaient pauvres et qui souffraient. C'est eux qui agissent, c'est eux qui ont besoin d'argent et c'est eux qu'on doit soutenir. Si on est capable de prendre conscience de ça individuellement, on peut agir individuellement dans l'action concrète de venir en aide à notre prochain. Mais on peut aussi agir individuellement dans l'action concrète de donner pour laisser la possibilité à Centraide et aux organismes d'agir réellement, d'avoir un impact, d'aider Marie qu'on a entendu au début, d'aider d'autres personnes, d'aider la population, de guérir la fracture. On a les moyens, parce qu'on a la connaissance, parce qu'on n'est pas dans l'ignorance. On n'est pas dans l'ignorance. On sait. On peut agir. Les gens peuvent agir. Quand on nous dit, ouais, mais pourquoi donner? Je donne déjà. Je donne du temps. Oui, effectivement. Et bravo. Clairement. Bravo. Les bouddhistes disent que le besoin ultime de chaque individu, c'est d'être libre de souffrance. Être libre de souffrance. Si on se connecte juste à ça, et si on prend conscience que chaque individu met en place des comportements dans sa vie pour justement être libre de souffrance, que tous les comportements que nous mettons dans notre vie sont dans ce but-là, ce but ultime de ne pas souffrir, ou si vous préférez, de bien aller. Tous vos comportements sont liés à ça. Si vous prenez conscience de ça,
qu'est-ce qui va vous empêcher de donner? Si vous ne souffrez pas et que vous prenez conscience de la souffrance de l'autre, pourquoi vous ne donnez pas? Prendre conscience de la souffrance, c'est savoir se mettre à la place de l'individu, savoir se poser la véritable question. Si moi j'étais là, est-ce que je me donnerais? Est-ce que je donnerais à cette personne-là qui est moi? En règle générale, notre ego parle. Et notre ego nous dit, ben voyons, capable de s'en sortir, lui-là? Juste à faire un petit effort? Moi, je suis capable. Jamais en 100 ans, je me serais rendu là. Jamais. Vous avez entendu Marie au départ? Elle travaillait pour une organisation. Elle a quitté pour devenir travailleuse autonome. Elle n'a pas pris d'assurance. Et elle a fait un AVC. Qui est à l'abri? Qui? Posons-nous la véritable question. Est-ce que nous donnerions si nous étions à cette place-là? Et arrêtons de penser à travers notre ignorance, justement, parce qu'on en a quand même un peu d'ignorance malgré tout. On est persuadé de savoir ce qui est bon pour les autres, ce que les autres devraient faire. Si moi j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Arrête. C'est tellement faux. Nous n'avons pas les mêmes chances. Et si nous n'avons pas les mêmes chances, nous n'avons pas les mêmes connaissances, nous n'avons pas les mêmes outils, nous n'avons pas les mêmes compétences, nous n'avons pas les mêmes relations, nous n'avons pas tous le réseau. Et le réseau, c'est justement les organismes communautaires qui permettent de l'offrir aux personnes les plus démunies. C'est pour cette raison qu'il faut donner. Et c'est pour cette raison qu'il faut développer la fibre altruisme dans notre société pour essayer d'aller plus loin. Prenons conscience de notre chance. Pour ceux qui étaient là l'année passée, je vous ai posé une question pour essayer justement de vous inviter à prendre conscience de votre chance. Est-ce que vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là? Non, très bien, super. La question était la suivante. Aimez-vous votre vie telle que vous la menez? Aimez-vous votre vie telle que vous la menez? Et pour répondre à cette question-là, sachez une chose ici, dans la salle, que vous y répondiez par oui ou par non. Vous êtes quand même chanceux. Je m'explique. Si vous répondez oui à cette question-là, ça veut dire que quotidiennement, vous êtes capable de percevoir que vous vivez des émotions positives, que vous avez du plaisir. Vous êtes capable également de vous engager ou d'être engagé relativement à une cause peut-être, l'engagement social, ou relativement tout simplement à votre travail, les actions que vous posez dans votre quotidien. Vous avez des relations, un réseau de soutien. Vous avez été aimé par des parents ou par des proches. Vous vous êtes développé relativement à l'amour que vous avez reçu. Vous êtes capable de recevoir de l'aide et vous êtes capable d'en donner. Vous avez du sens. Vous donnez du sens et vous avez la possibilité de vous accomplir. C'est ce qui arrive quand on répond oui à cette question-là. Et quand on répond non, étant donné que vous êtes dans la salle, vous avez des connaissances, vous avez des outils, vous avez des compétences, vous avez déjà une ouverture à votre propre développement personnel. Vous pouvez agir pour être en mesure de trouver une manière de répondre oui à cette question. Trouver votre bonheur, c'est être capable quotidiennement de dire que oui, vous aimez votre vie telle que vous la menez. Mais je le répète encore, on n'est pas tous aussi chanceux. On n'a pas tous cette chance-là. Le bonheur vient du latin bonum augurum, qui veut dire bon augure ou bonne fortune. Je le répète pour ceux qui l'avaient oublié de l'année passée. Ça vient également, le happiness en anglais vient de la racine islandaise hap, qui veut dire chance. Comprenez-moi bien. Ça voudrait dire que dans le bonheur, il y a une part de chance. Puis cette chance-là,
Juste d'en prendre conscience, nécessairement va nous pousser vers l'action. On l'a mentionné plusieurs fois ce matin. Si vous prenez conscience de votre chance, vous commencez à vous engager vers autre chose, vers les autres, vers la société, vers l'humanité dans son ensemble, vers vos proches. Si vous prenez conscience de cette chance-là, et si vous voulez solliciter du monde, essayez de les amener là. C'est quoi leur chance? Et rappelez-leur aussi d'ailleurs le fait que tout le monde cherche à répondre à un besoin qui est le fait d'être libre de souffrir. Être libre de la souffrance, pas de souffrir en fait, excusez, pardon. Être libre et libéré de la souffrance. Si vous êtes capable d'amener ça, vous allez provoquer l'action. Vous allez provoquer l'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on prend conscience de tout ça? Quand on prend conscience de notre chance? Du fait d'être une personne qui individuellement peut agir, qui individuellement peut donner le goût à d'autres d'agir, qui peut donner sous plusieurs formes, et on l'a vu tantôt. Il y a tellement de formes pour pouvoir donner. Par où on commence? Par où on commence? J'ai Yvon qui arrive dans ma tête en ce moment et qui dit « On commence par donner à Centraide ». Excusez, fallait que je le cite, on aime ça de même. J'ai bien aimé tantôt, Luc a dit « Dans l'engagement social, il y a la notion d'altruisme et la notion d'égoïsme ». Et en fait, ce qui sous-tend cette réflexion-là, c'est que dans la notion d'altruisme, il y a le fait de prendre conscience que lorsque l'on donne, on reçoit. Puis, ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que notre intention ou notre altruisme n'est pas forcément intéressé. On n'a pas nécessairement comme objectif de recevoir. Parfois, c'est le fun. Un petit retour d'impôt parce qu'on a donné à Centraide, on crachera pas dessus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la notion d'altruisme, il faut effectivement comprendre qu'il y a la notion de l'ego et du fait que si tu veux donner à l'autre, il faut quand même nécessairement que tu sois en mesure de travailler sur toi en tant qu'individu, de t'accomplir. Tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur « aimez-vous votre vie telle que vous la menez », c'est lié à vous quand même. On s'entend là-dessus. Ce sont vos relations, vos émotions, votre accomplissement, le sens que vous donnez à votre vie, c'est tout ça est lié à vous. Mais si on reste figé dans un égoïsme pur, c'est le pire combat que l'on peut mener. Si vous répondez oui à la question, aimez-vous votre vie telle que vous la menez, et que là vous vous dites « yes », je suis bon, et qu'à partir de là, vous développez de la peur, du mépris, de la méfiance, que vous avez peur de perdre ce que vous avez, que vous vous protégez par rapport aux autres, vous tombez dans ce qu'on appelle de l'égoïsme. De l'égoïsme, en fait, qui est contre le reste de la société. Un égoïsme qui est ténébreux, qui fait peur. Et ce qui est fou là-dedans, d'ailleurs, c'est que on pense se protéger et protéger ce qu'on a, et en réalité, on crée notre propre monstre. En se protégeant, on se coupe de nos relations. En se protégeant, l'autre devient un étranger ou un ennemi. Les égoïstes voient dans les individus un étranger, là où les altruistes voient un humain et un semblable. Et ça, c'est une question à vous poser. Où vous situez-vous entre l'égoïsme et l'altruisme? Et attention, l'altruisme à l'extrême, là, dis donc, on en parle quand même parce que c'est important, c'est un peu élevé, là. Hein? Oh non, mais on va se le dire. L'altruisme, à l'extrême, c'est branché sur tout le vivant. D'accord? Donc, Gandhi. Donc, sur l'échelle de Gandhi et de l'égoïsme épouvantable, je ne mettrai pas de nom là parce que sinon,
c'est enregistré, il y a trop de risques. D'accord? Où est-ce qu'on se situe? Puis, il y a des étapes dans tout ça. Il ne faut pas confondre égoïsme et accomplissement ou besoin de développement personnel. Déjà, là, c'est vraiment important. Le fait de contribuer à notre propre développement, ce n'est pas de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que si ça vient justement avec le fait de contribuer à notre société, on n'est pas dans l'égoïsme. C'est davantage dans l'altruisme. Entre l'altruisme étendu, global, et l'égoïsme, il y a une part d'altruisme qui s'appelle l'altruisme naturel ou l'altruisme inné. Et en passant, on l'a tous en nous. C'est une très bonne nouvelle. Cet altruisme-là, on l'a tous en nous. C'est, au final, le fait qu'on prenne soin des individus qui sont proches de nous. En tant que parents, vous prenez soin de vos enfants. En tant qu'amis, vous prenez soin de vos amis. Et en tant qu'individu, en passant, vous prenez soin des individus qui prennent soin de vous. On est d'accord là-dessus? Ça, c'est l'altruisme naturel, l'altruisme inné. Et il y a aussi l'altruisme étendu. L'altruisme étendu, c'est intense. L'altruisme étendu, c'est pas spontané chez les humains. C'est pas inné en nous. Et ça demande d'être cultivé pour justement se dire, OK, je suis rendu dans l'altruisme inné. En passant, il n'y a pas d'effort, c'est inné, gang. Hein? On est d'accord? Est-ce que je peux aller un petit peu plus loin pour voir ce qu'il est possible de faire? Est-ce que je peux sortir de mon cercle proche, des gens que je connais, de la réalité que je connais? Tout à l'heure, on disait, on fait des dons en fonction de l'expérience vécue par d'autres. Par exemple, vous pouvez donner pour Centraide ou donner pour la cause du cancer parce que proche de vous, vous connaissez des individus qui utilisent des services ou qui ont eu ou vivent avec un cancer. Donc, vous le faites en fonction de votre réalité, la lecture de votre réalité. J'ai une question pour vous, à savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre altruisme étendu. Accordez-vous de la valeur à l'autre. Et je vais aller plus loin, parce que clairement, tout le monde répond oui. Là. Accordez-vous la même valeur à vos enfants qu'à un itinérant. Accordez-vous la même valeur à votre conjoint ou votre conjointe et à un toxicomane. Accordez-vous la même valeur. Et là, clairement, je vais venir vous provoquer dans tout ce que vous ressentez dans votre corps, à vos amis proches, qu'à un violeur. Ouch. Ouch. On ne peut pas se mentir. En règle générale, on répondra non. L'altruisme étendu part du principe que nous avons tous, je sais que c'est dur, la même valeur. Et au-delà de ça, nous devrions être concernés de la même façon par tous les êtres sur la planète par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à leur souffrance. Je sais, c'est terrible. C'est de l'altruisme étendu. Ça peut bien évidemment se développer, mais on s'entend là-dessus, régulièrement, votre ego va revenir en disant « Mais never que ça va arriver, que lui, je vais lui offrir de la valeur autant qu'à l'autre. Quelle idée! » Non! Parce que je ne comprends pas l'autre. Parce que je suis dans l'ignorance de l'autre. Parce que je ne connais pas ses souffrances. Et ce qui crée des comportements que moi, je juge. Je ne vous amènerai pas nécessairement là et ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Parce que c'est gros. Puis en passant, je ne suis pas là moi-même. Donc en soi, sachons-le, mais faisons avec. Mais malgré tout, posons-nous la question, quelle valeur accordons-nous à l'autre? Et est-ce que nous sommes concernés par l'autre? Est-ce que nous sommes concernés par ce qu'ils vivent? Tout à l'heure, la vidéo de Marie m'a fait prendre conscience que
on a très peu accès à ces réalités-là. On ne connaît pas la réalité des gens. Et souvent, en fait, on se crée un mirage de la réalité en fonction de ce que nous vivons nous-mêmes. Et donc, on juge les autres. Alors, comment on peut, à travers des témoignages, amener justement les individus à prendre conscience de la réalité des autres, de la souffrance de l'autre, et développer ce qu'on appelle de la compassion. Savez-vous ce qu'est la compassion? La compassion, c'est l'amour altruiste qui prend la forme de compassion lorsque nous sommes confrontés à la souffrance d'autrui. C'est la compassion. La compassion prend pour base l'amour altruiste. En passant, la pitié prend pour base la peur et la tristesse. Quand on a pitié de quelque chose, on veut absolument que ce soit réglé pour arrêter de souffrir, nous. Quand on a de la compassion pour quelque chose, on veut s'engager dans l'action pour que l'autre cesse de souffrir. Très différent. Choisissez la compassion plutôt que la pitié. Comment on développe l'altruisme? Notre propension, d'ailleurs, à l'altruisme, puisque comme mentionné, nous avons tous ça en nous, OK? Donc, comment on développe ça? Il y a plusieurs éléments importants et je les ai mentionnés en grande partie. Tout d'abord, il y a la notion d'empathie. Faire preuve d'empathie. C'est quoi l'empathie? Se mettre à la place de l'autre. En fait, on parle souvent de résonance affective ou résonance émotionnelle dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre l'émotion de l'autre, okay, en se mettant à sa place ou en la ressentant. Ça, c'est de l'empathie. Alors, l'empathie, c'est un bon point de départ pour l'altruisme parce qu'encore une fois, pour comprendre la souffrance de l'autre et se mettre en action, il faut d'abord comprendre la souffrance de l'autre. OK? Donc, l'empathie peut permettre ça. Par contre, l'empathie peut être risquée. Les personnes qui sont trop empathiques vont parfois, en fait, tomber dans une détresse empathique ou une détresse émotionnelle importante qui va les amener à être incapables de gérer leurs propres émotions. Vous me suivez? En gros, tu paniques, je panique. Yeah! On sauvera pas la planète comme ça. Et donc, de ce fait-là, ça devient un enjeu parce que cette forme d'empathie qui, à la base, est tournée vers l'autre, nous tourne vers nous-mêmes et nous replonge finalement dans une forme d'égoïsme parce qu'on veut régler, c'est tout à fait logique en passant, on veut régler notre difficulté émotionnelle. Donc, l'empathie, ça se travaille. Et l'empathie doit justement se distancer de cette charge émotionnelle importante et donc de travailler sur soi. Travailler sur nos peurs, travailler sur nos émotions et développer notre confiance, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc l'empathie, oui, mais l'empathie ne sera pas suffisante. Il faut aller plus loin. Après l'empathie, il y a justement l'amour altruiste. Ça là, on est d'accord sur une échelle de quelle valeur j'attribue aux gens, c'est d'essayer de se dire que peut-être que dans certains cas, je vais accepter de ne pas donner la même valeur, mais qu'en règle générale, j'essaie de le faire. Chaque individu a la même valeur, quels que soient les comportements qu'il met en place. N'oubliez pas une chose bien importante relativement aux individus, c'est que les individus mettent en place ou posent des gestes en lien avec leurs besoins. Ils ne savent pas toujours comment poser les gestes, ni quels gestes poser. Mais ils font au mieux, en fonction de leurs connaissances, en fonction de leurs outils et en fonction de la chance qu'ils ont. Et je vais me répéter, nous n'avons pas tous la même chance. Donc, on va aller développer l'amour altruiste, notre capacité à voir l'individu comme étant un individu qui a la même valeur. Notre capacité à être concerné par l'individu dans ce qu'il vit. Et enfin, alors que l'empathie se fatigue, la compassion ne s'épuise jamais. Nous allons développer la compassion et le passage à l'action.
la volonté d'aider réellement les personnes pour justement faire preuve d'altruisme. C'est vers ce vers quoi il faut que nous allions en tant que société. Car je le répète, nous sommes une société inégalitaire et fracturée. En œuvrant au bonheur des autres, on fait aussi le sien. Et Martin Luther King disait, et je vais essayer de le citer sans me tromper, c'est à chaque homme de choisir s'il veut marcher dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme. Et voilà, j'ai pas le dernier mot. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'allons-nous faire aujourd'hui de notre chance? Merci. Merci, Caroline. Tu as une question, les gens en ont beaucoup. Je te l'ai dit, j'en ai plein pour toi. Il y en a une qui est rentrée comme en dernier, puis je trouve que ça incarne exactement le discours que tu as fait. Ça résonne avec beaucoup de choses qu'on a dites durant l'académie. Comment donner de la compassion, c'est chargé comme question, là, à une personne qui ne veut pas s'aider soi-même? Ouh. Ben, en fait, la compassion, c'est pas nécessairement dans... On peut ressentir de la compassion pour quelqu'un sans nécessairement poser d'action directement envers cette personne-là. Et donc, la compassion, c'est pas le fait de vouloir sauver la personne en soi, c'est juste d'être concerné par sa situation et ses difficultés. Quelqu'un qui veut pas se sauver soi-même, c'est quelqu'un, en fait, qui est aussi pris au piège dans son ignorance. Puis en passant, l'ignorance, c'est pas un problème d'intelligence, hein. L'ignorance, c'est juste le fait qu'on n'a pas eu les mêmes chances d'accéder à des connaissances, à des compétences. On est pris au piège, en fait, dans nos propres peurs. Quelqu'un qui veut pas s'aider, c'est parce que, est-ce que cette personne a confiance en elle? Est-ce qu'elle s'accorde à elle-même de la valeur? Tu sais, en soi, là, est-ce qu'on s'accorde à nous aussi de la valeur? Tantôt, je parlais des autres. Mais vous, est-ce que vous vous en accordez? Puis parfois, il y a des personnes qui veulent pas s'aider parce qu'elles ne s'accordent pas cette valeur-là et vous lui en accordez plus qu'elle ne s'en accorde. Puis, il y a des intervenants qualifiés qui travaillent dans les organismes communautaires avec ces gens-là, justement, qui vont mettre le doigt sur le bobo. Parce que moi, je me permets un petit commentaire là-dessus. N'oublions pas que nous, ce qu'on pense de qu'est-ce que ce serait s'aider et avoir du succès pour cette personne-là, c'est pas nécessairement la vérité. Ça, c'est dur à expliquer des fois à un donateur. Il faut prendre le temps d'aller là. On est encore haut, hein, tout le monde est en mode avion. Oui. J'espère que vous êtes encore en mode avion. Moi, j'aime ça quand Caroline est là puis qu'on va là. Dans un monde où est-ce que... Comment qu'on ne peut pas être dans le jugement, dans une société qui nous oblige à nous comparer constamment? Eh boy, travailler sur soi. C'est vraiment travailler sur soi. Je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités là-dedans. C'est travailler sur vous. C'est épouvantable, mais vous jugez votre chum ou votre blonde. En règle générale, allez-y proche au départ. On travaille sur soi pour essayer de comprendre celui avec qui on fait, c'est quoi, des tâches de reproduction, comme dirait Luc. Des tâches de reproduction. Mais on a déjà de la misère à comprendre notre conjoint ou notre conjointe. Donc, il y a tout un travail à faire sur soi pour être dans le non-jugement. Parce qu'en fait, et puis ça, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrique. L'ego, en fait, qui juge, ça nous rassure. Karim, si on juge les autres, ça veut dire que nous, on est bons. Ben non. Je vous invite à penser que non, d'accord, en partant. Puis c'est ça, donc ne pas être dans le jugement, c'est travailler sur soi, puis toujours avoir le réflexe de dire qu'est-ce qui fait que cette personne-là agit de cette façon-là. Plutôt que de juger l'action, essayez de voir ce qui se cache en arrière de l'action. Pourquoi? Puis parfois, en fait, le pourquoi te rallie à cette personne. Tu sais, OK, cette personne-là, au fond, elle a besoin d'être reconnue. Puis elle agit de cette façon-là dans le but d'être reconnue. Puis juste de savoir ça, si tu t'attaches aux besoins, tu crées une relation, tu crées de la confiance davantage. Mais si tu restes sur le jugement du comportement, au final, tu ne rentres jamais en relation avec la personne. Une autre question. Tu as parlé beaucoup, c'était évocateur, là, tu parlais de la pitié, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est arrêter de souffrir, nous, par rapport à la compassion, ou est-ce qu'on veut que l'autre arrête de souffrir?
comment on convertit quelqu'un qui fait preuve de... moi, je vais te donner un exemple, OK? Je connais, dans une entreprise, à un moment donné, il y a des dirigeants, puis on les rencontrait pour une campagne Centraide. Puis là, il y a un des copropriétaires de l'entreprise qui dit « moi, là, écoute, je ne vais jamais dans un pays où il y a des pauvres. J'aime pas ça, voir des pauvres. J'aime pas ça. » Puis l'autre à côté, qui est son frère, dit « là, écoute, peut-être que c'est ça un peu le problème, puis qu'ici, il y en a, puis on pourrait peut-être faire quelque chose. » Il dit « Moi, mais ils font pitié, par exemple. Comment tu prends une personne... » Je te donne un exemple un peu extrême, mais c'est vrai, là, c'est arrivé pour vrai. Comment tu fais pour amener une personne qui a bien pitié et tout, mais puis de l'amener à avoir de la compassion plutôt? Mm-hmm. C'est pas facile à développer, ça. Mais il y a un élément important dans la pitié qui est quand même vraiment intéressant, c'est que les gens qui ont pitié ont quand même une résonance émotionnelle. En gros, la personne qui a pitié, elle est complètement dans les résonances émotionnelles parce qu'en fait, elle souffre. Elle souffre relativement à la souffrance d'autrui. Et donc, de ce fait-là, il y a déjà un chemin qui est fait. La notion d'empathie, elle est là. C'est juste que parfois, en fait, entre la pitié et la compassion, il y a la notion, en fait, de prendre action, nous, au niveau de ce qu'on est en tant qu'individu, vers l'autre. Donc, c'est l'amour vers l'autre. Alors que dans la pitié, on est pris au piège dans nos propres peurs et notre propre peine relativement à ça, et on ne sait pas l'expliquer. Parce qu'on dit, j'ai de la pitié, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai de la pitié, j'ai du dégoût. Il y a plein d'émotions vraiment, vraiment agréables que l'on vit dans ce temps-là. Puis, ça nous bloque, en fait, dans la relation à l'autre. Et donc, encore une fois, ma réponse à toutes les questions va être la suivante. Il faut travailler sur soi. Mais c'est vraiment ça. J'ai pas d'autres mots. Puis parfois, vivre ce qu'on vit aujourd'hui, avoir accès, en fait, à ce genre d'échange peut aider les personnes à prendre conscience, justement, de ces éléments-là. Une question qui est un peu comme ça, mais quand même, peut-être plus dans l'enjeu de sollicitation, puis d'aller parler à des gens, là, dans le cadre de la philanthropie. On dit bousculer en faisant prendre conscience des privilèges, c'est important. La philanthropie demande toutefois de le faire avec délicatesse. Où placer la barre? Moi, j'ai tellement de respect pour ce que vous faites dans la sollicitation. Puis ce qu'ils vont expliquer, c'est qu'on n'a comme pas de culture de sollicitation. C'est comme mal vu. On n'est pas toujours à l'aise avec la sollicitation. La quête. J'ai comme l'impression que dans la sollicitation, il y a un élément important, c'est la connaissance de l'autre. Puis c'est revenu à plusieurs reprises parce que les filles, vous en avez parlé, la notion de confiance. Tu sais, quand tu crées un lien de confiance, tu crées une relation qui va faire que tu vas être capable plus ou moins facilement de dire des choses. Mais ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que dans la sollicitation, vous devez comprendre l'individu rapidement, lire qu'est-ce qui va le faire agir, c'est quoi qui va créer en lui de la compassion, donc au final, la résonance affective avec ce que tu cherches à obtenir. Mais il y a des gens qui sont très rationnels, il y a des gens qui sont très émotionnels. Donc, en soi, il faut que tu t'adaptes à cette réalité-là de l'individu en face de toi. Mais au-delà de ça, il faut aussi que tu regardes, oui, mais moi, je suis comment? Tantôt, Yvon, il a dit, moi, je suis quelqu'un qui est plus dans la tête. Bien qu'on est tous persuadés qu'il y a beaucoup de cœur. mais dans le discours, c'est une personne qui va être davantage dans l'argumentaire. Anne-Marie, je pense que tu es quelqu'un qui est plus dans le cœur, qui va faire vibrer au niveau des émotions. Il faut qu'on raconte une histoire. Et puis mais tu sais, l'important, je pense, dans ça, c'est que est-ce que c'est le bon moment ou pas le bon moment, vous allez le sentir pour dire des choses qui tu sais, genre, hey, donne 10 000. Ou c'est dans la relation. Et je pense que c'est important, d'ailleurs, dans le rôle de sollicitation, l'importance de la relation. C'est-à-dire de ne pas attendre une fois par année pour contacter quelqu'un pour lui demander de l'argent. Et puis, je pense que le bénévolat, c'est vraiment ça. C'est la culture. C'est l'année au complet qui compte. Puis, si vous créez une relation, c'est tellement plus facile d'envoyer un texto ou de croiser dans le corridor en disant « Hey, moi, je pense que cette année, tu es capable, là? » Parce qu'on a la confiance. Donc, on va travailler ça. Merci. Je vais terminer avec des conférenciers. Vous allez penser que je les invente, mais ça vient vraiment des commentaires qui arrivent de l'audience. Merci, c'est tellement inspirant. Chaque individu a la même valeur. C'est au centre de l'humanité. Merci de nous le rappeler. Je suis votre fan finie, Caroline. Caroline Ouziot. Merci, j'adore. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Reste avec nous. Isabelle, on va inviter nos conférenciers. Oui, nos conférenciers, on s'il vous plaît, on a un petit quelque chose à vous remettre. Comprenez qu'ils ont pris de leur temps, leur énergie, leur cœur, leur tête. Nommez-le pour faire ça pour nous.
Donc, on Merci, a un Yvon. petit merci. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Merci de nous avoir inspirés ce matin. C'était extraordinaire. Je vais laisser Karine et Marie-Claude vous remettre un petit souvenir pour vous remercier. Puis Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Oui, j'ai pas mon cliqueur. Ça prendrait le flicker. Merci beaucoup. On se souvient pas de tout ça par cœur. Non, mais on est pas bonne pareil. grave. Merci tout le monde. Merci à vous. Bon, c'est une petite plaque, là. C'est pas rien de... Mais on espère que ça représente vraiment le moment qu'on aura vécu ensemble. On espère que vous avez vécu quelque chose, que vous avez vécu. On arrive à la fin de la 2e édition de l'Académie. Moi, je ressens énormément de gratitude envers chacune d'entre vous. J'ai parlé de nos conférenciers, mais vous, chers ambassadeurs, ambassadrices et collègues de Centraide, je veux dire un gros merci et bravo à la personne et l'équipe derrière ça, Anne-Marie Boissonneau, l'équipe du développement philanthropique, l'équipe Centraide. Ce n'est pas rien. Je suis consciente de la chance que nous avons. J'ai écouté, j'ai appris, et oui, je suis vraiment consciente de la chance que nous avons, mais je suis aussi consciente de la chance qu'on a de vous avoir comme ambassadeurs, ambassadrices. Vous êtes des bénévoles tellement dévoués. Vous voulez faire une différence. Je suis confiante aussi envers vous. Je suis confiante en votre pourquoi personnel. J'espère qu'il a travaillé dans votre cœur, dans votre tête, tout au long de cet avant-midi-là, puis dans notre pourquoi collectif qui est assez clair. La philanthropie, ça ne se limite pas juste à une action de charité, juste à donner de l'argent. Ça englobe un vaste spectre, incluant venir passer une avant-midi ici pour travailler sur notre campagne Centraide, pour se faire réfléchir ensemble, pour apprendre puis avancer. On est content que vous ayez décidé de mettre votre temps pour l'Académie Centraide. Soyez fiers d'être ces agents de changement-là. C'est pas rien. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.